Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Sophie, ça va? Ça va très bien. Mais d'où tu viens avec la moustiquaire imprégnée là? On me l'a donnée à la consultation prénatale. Eh ma chérie, moi-même je l'ai reçue lors de la grande distribution gratuite. Mais je ne sais pas comment on utilise. La sage m'a dit d'enlever la moustiquaire de son emballage, la déplier, l'étaler à l'ombre pendant 1 jour, l'installer en haut du lit, du matelas ou de la natte. En tout cas, tout le monde doit dormir sous une moustiquaire imprégnée pour éviter les piqûres de moustiques qui donnent le paludisme. Merci ma chérie. Oui. Désormais, ma famille et moi, nous dormirons sur une moustiquaire imprégnée. Ah oui. La moustiquaire imprégnée, le seul moyen efficace pour lutter contre les piqûres des moustiques et le paludisme. Bonjour mesdames et messieurs, ce jeudi matin, les masses d'air humide localisées sur le pays permettront des développements orageux sous l'effet du soleil. Par conséquent, des pluies matinales logeront presque toutes les régions littorales et forestières. En allant à l'intérieur des terres, le temps restera simplement nuageux. Pour les valeurs de la matinée, on note 25 degrés à Abidjan, Aïdiaké et Bondoukou, 24 degrés à Boaké, Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 23 à Korogo, 22 degrés à Mans, 23 à Oudiene, San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Tabou et enfin 26 degrés à Yamoussoukro. Suite au fort ensoleillement matinal, les cumulus présents dans le ciel continueront leur bourgeonnement pour donner des orages dans les régions du nord, de l'ouest et du centre. Le sud forestier et le littoral seront également touchés par des pluies parfois orageuses au cours de l'après-midi. Pour les températures, on a 32 degrés à Abidjan et à Diaké, 35 degrés à Bondoukou et Boaké, 34 à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, Gagnoa et Korogo, 31 à Mans, 35 à Oudiene, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra et Tabou et enfin 35 degrés à Yamoussoukro. Merci de toujours rester fidèle à ce point du temps. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée tout en restant vigilants. Bref regard sur l'actualité nationale et internationale. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. 3 projets de loi adoptés par les députés en commission mardi. Ces projets de loi relatifs aux sociétés d'État et aux entreprises à participation financière publique ont été présentés par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Le gouvernement a donc décidé de corriger les insuffisances contenues dans les anciennes lois régissant les sociétés publiques et voter ces lois avant l'entrée en vigueur des actes uniformes de l'OHADA en 1997. Une nouvelle sphère de stockage de gaz à butane au profit de la Gestossi, la société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. Les travaux ont été lancés mardi par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Abdraman Cissé.
Coût de l'ouvrage, 4 milliards de francs CFA. Il doit être livré en février 2021. Le point de Mama Traoré. Terminal pétrolier d'Abidjan-Fidi en zone portuaire, site de la société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, GESTOCI. Le ministre Abdourahmane Cissé est venu ce mardi lancer les travaux de construction de la nouvelle sphère de stockage de gaz butane. Pour la circonstance, il est déguisé en soudeur. Nous l'évaluons aujourd'hui, la croissance de la consommation environ 10% par an. Pour soutenir cette croissance, il est important d'avoir des capacités de stockage. Parce que les bateaux viennent décharger le butane en Côte d'Ivoire. Il est bon que les bateaux puissent les décharger dans des cuves pour justement pouvoir avoir des capacités de stockage. La construction de cette sphère de stockage dénommée A22 intervient après celle de la A21 réalisée en 2013 par l'actuel staff managérial de la GESTOCI. L'ouvrage va coûter 4 milliards de francs CFA et sera livré en février 2021. À la création de GESTOCI en 1983, de l'activité de GESTOCI, nos capacités de stockage en gaz butane étaient de 2000 tonnes, réparties en 2 sphères de 1000 tonnes chaque. Aujourd'hui, avec la construction de la nouvelle sphère qu'on appelle la A22 de 2000 tonnes, nos capacités de stockage en gaz butane passeront de 4000 tonnes à 6000 tonnes à partir de février 2021. Sur la période, par exemple, 2017-2019, si vous prenez la bouteille de gaz communément appelée la B6, donc la toute petite, elle est subventionnée à plus de 55% par l'État de Côte d'Ivoire. Tout cela font partie des mesures qui ont été prises par le gouvernement, par le président de la République, pour justement favoriser l'utilisation et la consommation du gaz butane. Sur la période 2012-2019, les capacités nationales de stockage sont passées de 9 800 tonnes à 20 000 tonnes, des capacités que le gouvernement entend renforcer avec la construction de nouvelles sphères, ce en prévision d'une demande croissante qui pourrait atteindre les 900 000 tonnes en 2030 contre 380 000 tonnes en 2019. On en vient au point de la situation du coronavirus à la date d'hier. 86 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés, 29 guéris et 2 nouveaux décès. La Côte d'Ivoire compte donc 3110 cas confirmés, dont 1530 personnes guéries, 35 décès et 1545 cas actifs. Le ministre de la Santé appelle à la responsabilité et au civisme de tous afin de respecter les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains, le port obligatoire du masque dans les espaces publics pour se protéger et protéger les autres. La lutte contre le coronavirus engagée par l'État de Côte d'Ivoire se poursuit. 2 nouveaux centres d'accueil et de dépistage ont vu le jour dans les communes d'Adjamé et de Port-Bouilly. Les visites se poursuivent. 2 constats faits lors du point presse du gouvernement hier, le relâchement dans l'application des mesures barrières et le non-respect de la mesure d'interdiction du sport collectif, ce qui est à l'origine de la montée du nombre de cas positifs ces derniers jours. On fait le point avec Mama Traoré. 118 cas de Covid-19 enregistrés lundi, 73 cas détectés mardi, la barre des 3000 cas franchie. Ces derniers jours, la Covid-19 continue de gagner du terrain en Côte d'Ivoire. Les explications du ministère de la Santé. L'augmentation du nombre de cas pourrait être également due au fait que la sensibilisation ayant porté, le déni de la maladie ayant diminué, les gens qui ont les signes évocateurs vont plus dans nos centres de dépistage de proximité que le tout venant. Et il y a une meilleure connaissance également aussi de la maladie des professionnels qui font que le ciblage autour des cas suspects ou des cas contacts est plus amélioré. N'oublions pas non plus que la mise en œuvre des mesures sécuritaires et barrières est insuffisante. Vous voyez le nombre de personnes qui circulent dans le Grand Abidjan, qui est épicentre de la maladie, sans le masque. Ce qu'on demande à la population, c'est de respecter les mesures préventives, étant donné que nous n'avons pas de médicaments spécifiques, je précise bien spécifiques, sur le virus encore à ce jour, ni de vaccins. Un fait illustre bien ce relâchement. Il s'agit du constat de la pratique collective du sport, une pratique pourtant non encore autorisée. Si les allègements survenus relativement aux mesures restrictives
les 7 et 14 mai n'emportent jusqu'ici celles liées à la pratique des sports collectifs, c'est bien en raison des risques élevés de contamination massive liée à la proximité occasionnée par ces disciplines sportives. Remercions par ailleurs tous ceux et toutes celles qui joignent chaque jour nos forces de défense et de sécurité à l'effet de dénoncer ces actes déviants. Le porte-parole de la police nationale précise également que la délivrance des autorisations de sortie et d'entrée dans le Grand Abidjan n'est pas payante. Autre information livrée lors de ce point de presse, celle relative à la reprise des cours dans l'enseignement supérieur. À cet effet, le ministère de tutelle organisera des derniers convois le samedi 13 juin pour les étudiants en partance d'Abidjan pour l'intérieur du pays et vice-versa le dimanche 14 juin. Toutes les personnes concernées sont priées de s'inscrire sur la plateforme www.inscription.net. Sur le coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a annoncé hier avoir repris ses tests sur l'hydroxychloroquine après les avoir suspendus après la publication d'une étude dans la revue médicale The Lancet. La prestigieuse revue médicale a jugé inefficace, voire néfaste, le recours à la chloroquine ou à ses dérivés comme l'hydroxychloroquine contre la Covid-19. Aux États-Unis, les 4 policiers qui ont interpellé George Floyd à Minneapolis sont dorénavant tous poursuivis par la justice et sa mort a été requalifiée en meurtre, comme le réclamaient des centaines de milliers d'Américains qui manifestent depuis la semaine dernière. C'est ce qu'ont annoncé hier, mercredi, les autorités. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Très belle journée à vous. Je vous laisse en compagnie de Alix pour la suite de Matin Bonheur. Merci Régis Cauchy. Et la journée qui se poursuit et qui commence avec votre matinale. Nous espérons que vous vous réveillez tout doucement dans nos mains et nous allons prendre soin de vous et plus particulièrement soin des mamans en cette semaine qui nous mène directement à la célébration de cette femme, de ces femmes qui donnent vie. C'est le canal par lequel nous avons accès bien sûr à ce monde et leur santé est plus que primordiale pour la survie de l'espèce humaine. Alors, nous allons en parler avec un expert en la matière, le premier responsable même de la santé en Côte d'Ivoire, le docteur Tanonou, médecin gynécologue obstétricien, qui exerce depuis maintenant près de 30 ans, avec bien sûr pour ligne directrice de réduire au maximum le taux de mortalité chez la femme et bien sûr chez l'enfant. Cela va de soi. On parlait à l'instant de la pratique du sport qui est interdite au niveau collectif. Mais à Matin Bonheur, on a cette facilité-là de vous apporter des solutions. Il faut le faire à la maison, bien distancé, en respectant les mesures barrières et on maintient son rythme de vie et son rythme sportif au beau fixe. Il est avec nous, il sera là dans quelques instants sur ce plateau. C'est Renaud Kobia qu'on va recevoir pour la revue de presse. Il y a tant à dire au niveau des informations du monde, particulièrement en Côte d'Ivoire. Il a sélectionné le meilleur cru pour vous ce matin. On le reçoit dans quelques instants. Celui qui vient maintenant, vous le connaissez depuis le démarrage de cette saison. Il a toujours ce sourire-là pour nous apporter l'énergie nécessaire pour bien démarrer nos journées. Aujourd'hui, exercice avec un bâton. Coach Diabaté prend le relais. Bonjour, bonjour, je suis à la maison, Coach Diabaté pour vous servir. OK? Toujours, il faut respecter et observer les 1 mètre de distanciation. OK? Pour vos activités sportives et tous vos déplacements. OK? Voilà. Aujourd'hui, séance bâton. OK? On va bouger avec le bâton, cardio, bâton. OK? Relax absolu. Bouge là. Continue. Bouge là. Toujours. Bouge. Là. Sur la jambe. OK? Le bâton reste toujours droit devant là. Et le visage. Droit devant avec bien sûr le sourire. Bouge. Toujours là. Et monte légèrement au niveau des pecs. Hein? Pas de flexion au niveau des coudes. OK, bouge toujours. Continue. Hein? Monte vertical là. Bouge là.
Continue. OK. Le pied ne touche pas le sol. Quand la jambe sort, bouge là. Et avance. Et recule. Et avance. Et reste sur place là. Bouge là. Descends. Remonte. Descends. Allez, bouge là. Rapide. Au-dessus de la tête. On regarde droit devant. Bien sûr, avec toujours le sourire. Bouge. OK. OK. Bouge. Continue. Lorsque tu es fatigué, tu poses et tu nous rejoins. Et pose là. Tout doucement. Bouge. Tout doucement. Bouge. 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 Et pose. On va repartir. 2, 3, 4 et go. Tout doucement. Encore. Tout doucement. Encore. Encore. Avec bien sûr le sourire. Continue. Contracte bien abdos. Toute la jambe bien contractée. Lorsqu'on travaille, on ne relâche rien. Avec toujours le sourire. Le sport, c'est la vie. Continue. Et pause. Ça peut aller. Là, on va poser le bâton devant. OK. Légèrement fléchi là. OK. Et rapide. Hein? Le mouvement, c'est boum. Léger. 2, 3, 4. 2, 3, 4 et go. Bouge. Change. Et pause. Récupère. Avance. Là. Avance. Recule. Avance. Recule. Et reste sur place. OK? Et là, descend, tout doucement. Rapide. Encore. Bouge là. Continue. OK. Bouge. Bouge. OK. Sur place. OK. Balance bâton de part et d'autre. Grandis. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le sport, c'est dur, c'est difficile, mais c'est vital. À bientôt. 5 minutes pertinentes de vitalité avec le coach Diabaté, c'est utile pour bien commencer sa journée. Cette journée qui marque son 4e numéro de ce mois de juin. Voilà, aujourd'hui encore, nous sommes très heureux d'être avec vous, notamment à célébrer des prénommés Clotilde et leurs différentes variantes. Les prénommés également Marthe, Martha et Ningo sont célébrés aujourd'hui. Belle fête à vous, gardez le sourire tout au long de ce jeudi 4 juin qui vous est exclusivement dédié. Alors, 4 juin 1783, au niveau de l'éphéméride, on a eu 2 frères qui sont rentrés dans l'histoire, à savoir les frères Montgolfier qui font voler la première montgolfière. Ce sont Jean-Joseph Michel et Jacques Étienne, les industriels français. Ils sont les inventeurs de la montgolfière, un ballon à air chaud grâce auquel a été réalisé en 1783 le premier vol d'un être humain, comme pour dire que c'est l'ancêtre de l'avion. Alors, célébrités qui nous font plaisir au travers du petit écran ou sur des pelouses. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire d'une beauté intemporelle aux États-Unis. C'est Angelina Jolie, née Angelina Jolie Vox. Elle est née le 4 juin 1974 à Los Angeles. Elle est une actrice, réalisatrice, scénariste, productrice, mannequin, philanthrope, oui. On sait ces actions qu'elle mène avec l'ONU pour aider les populations vulnérables, surtout les enfants ici et même en Afrique. Elle est aussi écrivaine, ambassadrice de bonne volonté américo-cambodgienne. Elle a reçu 3 Golden Globes, 2 Screen Actors, Guild Awards et un Oscar du cinéma. Et quand on parle d'Angelina Jolie,
On ne saurait la dissocier de son ex-compagnon Brad Pitt, avec qui elle a passé 12 ans de sa vie. Aujourd'hui, ils sont séparés, mais en de bons termes pour la bonne éducation de leurs enfants. Alors, on revient à Abidjan pour célébrer nos éléphants. On en a 2 aujourd'hui qui ont 1 an de plus. Emmanuel Eboué, né le 4 juin 1983 à Abidjan, footballeur international ivoirien qui évoluait au poste de défenseur. Il pouvait également évoluer au poste de milieu de terrain ou ailier droit avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a été finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006 et en 2012. Et son confrère Christian Hendrik Kofi, né le 4 juin, lui aussi 1983, c'est magnifique. À cette même date, on a eu 2 dignes fils de la Côte d'Ivoire qui sont nés à Abidjan. Les footballeurs internationaux, il évolue actuellement au North East United en Inde. C'est un milieu de terrain également très polyvalent, pouvant jouer comme milieu défensif au milieu de terrain central, mais également comme défenseur central. Il prend sa retraite en 2017, mais reste toujours dans les méandres du football. Lui, il reste dans les méandres de l'information. Il se scrute pour être présentable pour vous. Vous allez le constater dans quelques instants. Renaud Kobia dans la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. On valide. Ah bon, ok. Voilà, Si alors on démarre tout de suite avec le nombre de cas de contamination à la Covid-19 à Bobo Yopougon, Dévance, Cocody et Marcory, hélas. Oui, bonjour à tous. C'est le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a fait cette révélation hier à la cérémonie d'ouverture du centre d'accueil et de dépistage d'Adjamé. Selon Dr Aka Wele, qui est cité par Soir Info, cette situation est due au relâchement des populations de ces 2 communes dans le respect des mesures barrières. Et on avait tout le temps dit ici, il oui. faut être très tatillonnant sur les mesures barrières. Continuer à observer les mesures barrières. Exactement, il faut se ressaisir rapidement. Le véhicule d'une ONG saisi avec une importante quantité de drogue. 150 kilos, c'est la quantité de cannabis saisie par la police nationale dans la voiture d'une organisation non gouvernementale. Selon Soir Info, cette ONG s'adonnait à certaines pratiques délictueuses telles que le trafic de stupéfiants en utilisant bien évidemment sa couverture d'organisation non gouvernementale. Et c'est pas fait pour redorer le blason des ONG qui peinent à faire quand même des efforts pour aider. Voilà. Il faut dissocier l'ivraie du bon gré. Oui. Révision de la liste électorale, la jeunesse du RHDP affiche ses ambitions. Les jeunes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix se sont fixés comme objectif d'obtenir l'enrôlement de 2 millions de nouveaux majeurs à l'occasion de la révision de la liste électorale. Le Patriote, dans son édition de ce jour, révèle la stratégie de ceux-ci comptent utiliser pour atteindre ce but. Et l'organe SMART s'intéresse au bureau politique du PDCI-RDA. C'est ce que révèle le matin avec cette une. Bédier exclut 1700 membres du bureau politique. Selon le confrère, des personnalités bien connues qui sont à jour de leur cotisation ont été limogées. Toujours selon le matin, d'importantes mesures sécuritaires ont été arrêtées pour verrouiller ce bureau politique au cours duquel les critères de choix du candidat du PDCI pour la présidentielle de 2020 seront élaborés. On passe maintenant, si vous le permettez, Alix, à l'information relative à l'intelligent d'Abidjan qui s'intéresse aussi au bureau politique du PDCI. Et là-dessus, le confrère révèle pourquoi Henri Konan Bédier a coopté 400 personnes sur plus de 2000 membres. Le quotidien évoque notamment l'absence des anciens ministres Thierry Tano et Tidiane Thiam parmi les heureux élus de cette importante activité qui se tient en prélude à la convention du parti septuagénaire. Et dans le prolongement, c'est bien sûr les présidentielles de 2020. Monsieur Anaki Kobenan lance un appel à la classe politique. Cet appel, on le retrouve dans tous les quotidiens de ce jour et là-dedans, il dit en substance, il invite en substance toute la classe politique ivoirienne à s'asseoir autour de la table pour discuter en vue d'assainir l'environnement qui prévaut avant les élections présidentielles d'octobre 2020. Et le PDCI-RDA s'invite encore à nouveau dans cette revue de presse. Le secrétaire exécutif chef explique tout. Oui, et à quelques jours de la convention du PDCI-RDA, Maurice Kako-Gikawe fait le grand déballage sur les motifs, les articulations et les objectifs du bureau politique extraordinaire qui se tient aujourd'hui et demain. Dans une interview accordée au Nouveau Réveil, M. Gikawe révèle les critères de choix des 400 membres qui vont animer ce bureau politique aujourd'hui et demain.
Et on termine cette revue de presse comme pour être unis dans cette thématique du jour, à savoir la naissance. Vous nous donnez la panacée pour avoir des jumeaux aujourd'hui. Et oui, selon M. Jacques Hoffman, commissaire général d'un événement en hommage au moment qui se tiendra le 7 juin, jour de la fête des mères, pour avoir des jumeaux, il faut consommer en grande quantité certains produits tels que notamment ceux contenant du lait. Et donc pour savoir comment contracter à coup sûr une grossesse gémellaire, il faut lire l'Inter de ce jour. Très bien. Et ça vous intéresse Oui, pourquoi pas. D'accord. On vous le souhaite en tout cas. Nous, c'est fini, c'est bouclé, c'est géré. Il n'y aura plus rien. Alors, merci à vous. Merci, et puis, on Alex. se revoit avec grand plaisir au lendemain de la fête des mères, lundi. Bien évidemment. La maladie à coronavirus sévit toujours dans notre pays, hélas, et cette situation a impacté négativement les indicateurs de la santé maternelle, néonatale et infantile en Côte d'Ivoire. Ainsi, on note les corollaires qui sont une baisse de consultations prénatales et des accouchements assistés par un personnel de santé qualifié, une faible fréquentation des services de planification familiale et infantile et bien sûr une augmentation de grossesse non désirée des accouchements à domicile. Pour solutionner bien sûr tous ces problèmes-là, le Programme national de la santé de la mère et de l'enfant a organisé, en tout cas a mis sur place des stratégies idoines pour réduire au maximum le taux de mortalité et bien sûr inciter les populations à fréquenter les centres de santé et bouter la psychose d'une contamination éventuelle dans ces centres-là. Pour en parler avec nous, la personne la plus indiquée, à savoir le docteur Tanoniou, médecin gynécologue obstétricien, par ailleurs directeur de coordination du Programme national de la santé mère-enfant. Il est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. On vous reçoit dans quelques petites secondes, juste après ceci. Alors, c'était un technicien rompu à la tâche au niveau sanitaire que nous recevons aujourd'hui, conseiller technique au ministère de la Santé depuis 2010, conseiller technique chargé des stages à l'INFAS. On pourrait égrener ici votre CV qu'on ne finirait pas. On va s'intéresser à votre stratégie pour lutter contre la mortalité de la mère et de l'enfant. Aujourd'hui, présentez-nous tout de suite votre programme et ses missions. Merci. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Le Programme national de santé de la mère et de l'enfant est ce programme de santé qui a pour mission de faire de telle sorte qu'aucune femme ne meure en donnant la vie et que tout enfant qui naît dans les bonnes conditions et qui survive et qui se développe dans les conditions idéales. Ce programme s'intéresse aussi à tout ce qui est promotion de la sexualité à tous les niveaux, au niveau des hommes, au niveau des femmes, et il s'occupe aussi des personnes âgées. D'accord. Voilà ainsi présenté le Programme national de lutte contre la mortalité et surtout de la santé de la mère et de l'enfant. Aujourd'hui où nous parlons, c'est vrai que le coronavirus est survenu depuis mars maintenant, mais vous pouvez en amont nous faire l'état des lieux de vos actions sur le terrain avant la survenue. Très tôt, dès le 11 mars, lorsque nous avions eu le premier cas de coronavirus en Côte d'Ivoire, le Programme national de santé de la mère et de l'enfant s'est assis pour pouvoir mettre d'abord en place un protocole de prise en charge pour la continuité des soins en santé mère-enfant. Et ce protocole a été distribué à tous les prestataires, infirmiers, médecins et sages-femmes. Ensuite, le Programme de santé de la mère et de l'enfant a élaboré un document de plaidoyer dans le sens de permettre à tous les prestataires d'avoir confiance en eux en matière de sécurité sanitaire sur les lieux. Et ce plaidoyer a permis d'aboutir à une satisfaction qui est venue de l'un de nos partenaires essentiels, qui est l'UNFPA. L'UNFPA a mis à disposition du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du matériel de protection et surtout ce matériel orienté vers toutes les structures de santé d'Abidjan, parce que c'est Abidjan qui est l'épicentre de la contamination.
Très bien. Abidjan, l'épicentre de la contamination, mais vos actions couvrent bien sûr tout le territoire ivoirien. Et nous, on a envie de savoir les détails de ces protocoles-là que vous avez mis en place pour pouvoir protéger au mieux le personnel de santé et les usagers également des centres de santé. Comment ils se déclinent? D'abord, la première action, c'est l'action humanitaire. Il faut éviter que la fréquentation de nos structures de santé soit néfaste non seulement à nos clientes, mais expose les prestataires à des contaminations. Donc, avec les mesures dictées et orientées par le gouvernement, nous avons d'abord demandé à tous les prestataires de s'inscrire résolument et de respecter les mesures. Parce que le problème que nous avons, c'est un problème de discipline dans notre pays. Il faut que l'Ivoirien soit discipliné. Il faut que l'Ivoirien respecte des instructions. Et lorsque nous respectons les instructions face à cette pandémie, et la meilleure façon d'éviter cette pandémie, c'est les mesures barrières. Ces mesures barrières ne sont pas payantes. C'est une chance pour nous. Il suffit de les respecter. Et c'est ce que nous avons fait. En période de grossesse normale, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une grossesse normale, donc en dehors de toute pandémie, c'est ce que nous avions l'habitude de faire. Aujourd'hui, nous avons demandé à tous les prestataires de faire de telle sorte que nous respections la distanciation physique. Ainsi, devant les salles de consultation prénatales, il est installé des bâches. Et les bâches qui respectent la distanciation physique, et les femmes sont assises après avoir lavé les mains, la température est prise et l'orientation s'est faite en fonction du degré de température. Vous savez, en dehors même de la pandémie, ce que nous redoutons dans les grossesses, c'est l'apparition d'une fièvre, parce que la fièvre peut avoir l'effet négatif sur l'enfant. Donc, encore une fois, le programme national de santé de la mère et de l'enfant est soucieux de la sécurité sanitaire des agents, mais est soucieux de la santé de nos femmes et la santé de nos enfants et la santé de toutes les femmes en Côte d'Ivoire. Alors, les cibles bien indiquées, c'est le triome personnel de santé, mère et enfant. Dans ce cheminement-là de votre stratégie, c'est vrai que le coronavirus a un peu réaménagé toutes les stratégies de lutte contre la mortalité et surtout pour, on va dire, maintenir la santé des mères et des enfants au beau fixe. Mais les chiffres, pour pouvoir avoir une bonne démarche comparative, quels sont les chiffres avant et pendant le corona? Il faut dire qu'avant, nous avions déjà des petites difficultés par rapport à la fréquentation de nos structures de santé. Et c'est pour cela que le programme national de santé de la mère et de l'enfant existe, en faisant la sensibilisation communautaire, en impliquant les agents de santé communautaires, en impliquant même les préfets aujourd'hui dans le système de santé pour amener toute femme enceinte à fréquenter les structures de santé. Mais malheureusement, avec l'apparition de cette pandémie, nous avions constaté dès le début, c'est-à-dire entre mars et avril, nous avions constaté qu'il y avait des effets collatéraux sur la fréquentation des structures de santé. Et c'est normal. C'est une pandémie qui arrive, tout le monde a peur, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y avait eu entre 10, 12 à 30% une baisse, d'abord au niveau des taux de consultation. Quand on prend les consultations prénatales du premier trimestre, nous avions eu autour de 10% au niveau du taux de baisse. C'est-à-dire à peu près 158, quand nous faisons les calculs, nous avons 158 en moins par rapport à la même période en 2019, en prenant la période mars-avril. Quand nous prenons le côté fréquentation pour les accouchements dans les structures de santé, là, le taux était très important. À peu près 1000 à 1500 cas de différence. Wow. Et quand nous faisons les proportions, c'est autour de 20 à 30% que des femmes qui n'ont pas eu à fréquenter les structures de santé pour l'accouchement. Ça veut dire quoi? Que ces accouchements, probablement, ont lieu
à domicile ou en lieu dans les maisons non expertes. Exactement, et on va revenir sur les incidences de ce taux de fréquentation qui est réduit du fait de la survenue du coronavirus juste après la publicité. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Et voilà, de retour sur le plateau de la matinale après l'instant sensibilisation à la Covid-19. Nous poursuivons les échanges avec le docteur Tano quant à la baisse de fréquentation des centres de santé due bien sûr à la pandémie à coronavirus et ses différents corollaires, l'incidence négative bien sûr. Effectivement, la première incidence, c'est au niveau des accouchements à domicile. Nous avions constaté en son temps. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de devenir normales. Nous n'avons plus beaucoup de cas d'accouchement à domicile. C'est dans son temps, avec l'environnement qui n'était pas très favorable, il y avait le couvre-feu, il y avait d'autres choses, par exemple la peur, et surtout dans nos campagnes où il n'y avait pas cette possibilité pour nos clientes d'emprunter les véhicules des sapeurs-pompiers. Lorsque le travail d'accouchement commençait, elles préféraient rester à la maison, accoucher à domicile et venir se présenter le lendemain. Si elles arrivaient à se présenter, parce qu'il y a un risque à accoucher loin des centres de santé. Quels sont les chiffres en la matière? On a enregistré des décès malheureusement ou Non, nous n'avons pas vu aujourd'hui de façon exhaustive l'ampleur de la maladie, de la pandémie sur les indicateurs en santé mère enfant. Nous sommes en train d'élaborer aujourd'hui un test et nous allons avoir effectivement l'ampleur et l'incidence de cette pandémie sur l'indicateur santé mère enfant. Mais je pense que, contrairement à tout ce qui s'est passé, il n'y a pas eu quand même d'incidence sur les décès maternels. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, dans le laps de temps des mesures d'urgence qui ont été édictées par le gouvernement, à savoir le couvre-feu, on a eu vraiment une baisse de taux de fréquentation due aussi à la psychose. Maintenant que les mesures sont allégées, mais pas les mesures barrières, sont allégées, quel est le point de la situation? Qu'est-ce que vous constatez? Oui, aujourd'hui, les choses ont complètement repris. Nous sommes dans la normalité en matière d'indicateurs, en matière de données. Parce qu'il y a une assurance au niveau des prestataires. Et les prestataires savent mieux prendre en charge cette pandémie liée à la grossesse ou bien pendant l'accouchement. Et nous sommes aussi habitués, nos prestataires sont habitués à prendre en charge des grossesses à risque, même des accouchements à risque. Les grossesses à risque, nous n'avons pas, je voudrais vous rappeler que nous avons dans notre pays des cas de tuberculose, avec grossesse. Et donc nous ne sommes pas surpris par cette maladie à prédominance pulmonaire et qui est responsable du syndrome respiratoire aigu et malheureusement et qui conduit souvent compte tenu de la nouveauté en matière d'incidence. Et là, ce n'est pas la seule maladie spécifique qui crée de la mortalité chez les mères. Quelles sont les principales causes, à part la survenue, la psychose même du Covid-19? Les causes de la mortalité maternelle sont les causes générales dans tous les pays. Et le problème, c'est pourquoi ailleurs, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Sinon, les causes... Chez la mère, c'est trois principales causes. Nous avons les hémorragies.
Après les hémorragies, nous avons l'hypertension artérielle et ses complications. Eh bien, l'hypertension artérielle et ses complications. Mais quand on prend l'hémorragie même a des causes et des facteurs. Dans notre pays, en Côte d'Ivoire, l'hémorragie est beaucoup plus due à une plaie de l'utérus ou à ce que nous appelons une atonie de l'utérus. Ça veut dire qu'après un accouchement, l'utérus a du mal à se rétracter. C'est quand l'utérus se rétracte que les vaisseaux par lesquels passent les saignements, les vaisseaux ont tendance à réduire les calibres, et en réduisant leur calibre grâce à ces contractions qui vont créer la rétraction utérine, un caillot vient se former et empêcher et arrêter le saignement. Alors, quelles sont les manifestations, ou du moins, quelles sont les raisons de cette manifestation-là de la maladie dont vous expliquez, de l'hémorragie? L'hémorragie, la première manifestation, c'est les chocs. On perd du sang. Or, c'est le sang qui nous permet de vivre et de survivre. Lorsque nous perdons du sang, toutes les constantes vont baisser et surtout, nous allons dans ce qu'on appelle l'hypovolémie. C'est-à-dire nous allons perdre en volume, ce qui nous permet de résister. Et les facteurs favorisants donc pour arriver à cet état de fait, à une hémorragie, qu'est-ce que c'est pour les mamans? Ou pour un individu, pour une femme en général? Le premier facteur, c'est d'abord nous avons des difficultés car tout le monde s'érige en médecin, tout le monde s'érige en sage-femme, tout le monde s'érige en maïoticien, tout le monde s'érige en infirmier. Parce qu'à côté des soi-disant cliniques clandestines, nous avons des personnes clandestines. Ça veut dire que ces personnes reçoivent nos femmes enceintes, nos femmes en travail, dans leur maison, difficilement identifiables, et ont tendance à retenir de façon inutile la femme qui est en travail. Et lorsque la femme est en travail, de façon inutile, elle prend des médicaments non autorisés. Ces médicaments ont tendance à agir sur les contractions de l'utérus. Et les contractions de l'utérus n'arrivent pas à tenir, à supporter ces contractions. Et ces femmes arrivent dans un stade de complications dans nos structures de santé. Et lorsqu'elles arrivent, le temps même de les examiner jusqu'à ce que la décision soit prise, déjà la plaie, c'est-à-dire la rupture utérine, se fait. Donc, ça, ce sont des facteurs qui nous créent beaucoup de difficultés. Et nous avons des zones cibles comme San Pedro, comme Soubré, comme même à Djamé, à Bobo. Ces cliniques privées, nous les appelons souvent les piculeries. Alors, docteur, c'est très intéressant puisque vous arrivez à les géolocaliser, ces cliniques-là, et en votre qualité de responsable, de premier responsable de la santé de la mère et de l'enfant, à qui incombe la responsabilité de ces installations anarchiques de cliniques qui sévissent malheureusement pour augmenter le taux de mortalité de la femme et de l'enfant? Vous aviez vu en son temps, même le ministre et la directrice responsable des structures privées a été partout pour fermer ces cliniques. Mais une fois ces cliniques fermées, ces personnes sont connues dans les quartiers. Ces personnes enlèvent les panneaux et difficilement identifiables en ces temps. Il n'y a pas de stratégie de suivi pour pouvoir voir... C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour que chacun appuie le système de santé, que chacun dénonce ce qu'il a dénoncé et qu'on ne laisse pas trop faire ce qui n'est pas bon. Car tout métier s'apprend. Tout métier s'apprend. Même pour être boulanger, il faut avoir appris à être boulanger. On ne peut pas s'ériger en médecin, et surtout en gynécologue. Quand le matin, ces mêmes personnes sont des planteurs, et le soir ou la nuit, ils s'érigent en gynécologue, en sage-femme
inutilement pour pouvoir faire cela. Docteur, c'est très important ce que vous êtes en train de nous dire. En même temps, vous responsabilisez les uns et les autres à pouvoir dénoncer les dérives et les pratiques de ces différentes structures qui n'ont pas vocation à pratiquer l'acte médical. Mais pour l'usager lambda, pour la femme qui est dans une zone rurale reculée, qui ne sait pas forcément identifier, comment elle se dit que oui, je suis dans un centre de santé vraiment adéquat pour me prodiguer des soins ou celui-là, il n'est pas aux normes? Comment elle fait le distinguo pour ne pas se retrouver aux prises de personnes mal intentionnées? Merci pour cette question, parce que pour éviter tout cela, la Côte d'Ivoire a investi partout des structures de santé de qualité, des structures de santé dans lesquelles sont affectés des prestataires officiels, des structures de santé publiques. En plus, même les collectivités décentralisées ont appuyé le système de santé à avoir partout dans notre pays des structures de santé. Vous voyez ce qu'au niveau du programme national de santé de la mère enfant, au niveau des normes, nous avons établi ce qu'on appelle les réseaux SONU qui font que pour 500 000 habitants, il faut au moins 5 maternités d'excellence. Et les maternités d'excellence, il faut parmi ces 5 maternités, une maternité dans laquelle on peut prendre en compte. Et c'est ce qui est fait, docteur? C'est ce qui est fait? C'est ce qui est fait et c'est ce qui est, lorsque nous allons, peut-être que nous aurons une question sur nos stratégies de lutte. Et bien sûr, nous allons y venir. Et lorsque nous serons à la stratégie de lutte, nous allons vous exposer ce que le ministère de la Santé fait actuellement pour la correction de la pyramide sanitaire. Parce qu'il faut dire que dans ces pays, nous avons un système de santé très solide à partir de son organisation qui est pyramidale. Et l'organisation pyramidale respecte le premier et le deuxième niveau, mais le troisième niveau, c'est ce que vous voyez ici au niveau des CHU et des institutions. Nous allons bientôt faire une correction de cette pyramide sanitaire. Très bien, docteur. Avant d'en arriver à la stratégie et surtout des moyens aussi de la mise en œuvre de la stratégie, nous allons partir pour cet élément de Emmanuel Bonzo pour savoir si vous percevez effectivement les actions du programme national de la santé mère-enfant. Que savez-vous de ces activités-là, de l'activité de cette entité et de la prise en charge de la santé mère-enfant? Et ce que nous observons sur le terrain, c'est que le programme dans son ensemble est appliqué, c'est-à-dire que les enfants de 0 à 5 ans sont pris en charge. Lorsqu'il y a des petits bobos et tout ça, sont pris en charge. La mère aussi, en cas de césarienne, est prise en charge. Mais ce que nous déplorons, c'est que dans l'ensemble, tout est bien, mais il se trouve par moments que les gens du système hospitalier trouvent par moments des astuces pour soutirer de l'argent aux patients. Ils trouvent des astuces. Donc nous savons que tout est gratuit, mais sur le terrain, bon, on trouve des moyens pour nous prendre quelque chose. Et c'est ce qui est déplorable. Dans cette période de Covid, même si actuellement l'actualité est sur le Covid, mais il faut dire que le programme continue. Pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont été malades et tout ça, puisqu'on a des proches qui continuent de fréquenter les centres urbains, ils nous disent que le retour est bon, ils sont pris en charge, même si on a l'impression que tout est concentré sur le Covid. Pour dire le programme mère-enfant, je sais que la prise en charge de la mère depuis l'accouchement est totale dans nos différents hôpitaux et que la mère ici est prise en charge au niveau de tous les frais de l'accouchement. Aussi, il y a des maladies liées aux enfants à bas âge qui sont aussi prises en charge. On parle de gratuité, c'est vrai, mais dans le fond, dans la pratique, la gratuité n'existe pas. Mais c'est une contribution seulement qu'on demande à la population d'apporter. Par rapport au programme national santé mère-enfant, je sais que l'État distribue des moustiquaires imprégnés dans les différentes centres de santé et ces moustiquaires sont mis à la disposition de la population en général. Et souvent, lorsque tu te rends dans un centre de santé, il y a des affiches qui sensibilisent les femmes à la protection de leurs enfants, qui leur demandent de dormir sous des moustiquaires imprégnés et qui sensibilisent aussi les femmes au fait de se rendre dans des centres de santé pendant leur grossesse, du début à la fin, pour pouvoir être suivies par des spécialistes de santé pour éviter de mettre leur santé et la santé de leur bébé en danger.
Et voilà, nous remercions toutes les personnes qui acceptent d'intervenir comme ça sur des sujets qui concernent la population en général. Alors, docteur, vous corroborez les affirmations de nos différentes personnes interviewées où il y a quand même des points à préciser. Ils ont parlé notamment de gratuité, d'astuces détournées pour pouvoir soutirer de l'argent aux personnes qui arrivent pour des soins, le corollaire ou la synergie d'action avec le programme du paludisme. Quel est votre commentaire ? Donc, je pense que tout ce qui a été dit est juste. Et juste d'abord, quand on parle du programme national de santé de la mère et de l'enfant, c'est un programme transversal. Un programme transversal dans lequel reviennent les résultats des autres, à savoir le programme de lutte contre le paludisme, le programme élargi de vaccination, le programme de nutrition, le programme SIDA et VIH. Tout ceci pour essayer de schématiser est dans le ventre du programme national de santé de la mère et de l'enfant. Donc c'est juste ce que la jeune dame a signalé. Maintenant, tout à l'heure, je parlais de tous et de tout le monde. Aidez-nous à faire passer la qualité des soins. Aidez-nous à sauver les mères, aidez-nous à sauver les enfants. Et comment la demande que vous formulez se déclinerait comment pour les usagers? L'État ivoirien a mis à la disposition des prestataires, des kits, c'est-à-dire un ensemble de matériel pour prendre en charge les accouchements, pour prendre en charge les césariennes. Et aujourd'hui, tout ce qui relève de la grossesse, de l'accouchement et les complications liées à la grossesse, les complications liées à l'accouchement sont gratuits. Il y a la gratuité des kits, donc il y a la gratuité de la césarienne, il y a la gratuité de l'accouchement. Comme il a été souligné, des astuces, c'est vrai, mais lorsque vous allez dans un endroit où on vous demande de l'argent, prenez un reçu. Si vous avez un reçu, nous, au programme Santé Mère Enfant, nous pouvons faire un traçage pour voir la véracité de ces dépenses. C'est l'État ivoirien. Nous profitons pour dire merci. Merci à l'État de Côte d'Ivoire, merci au président de la République, merci au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour tout ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, la gratuité est réelle et effective. Donc nous vous demandons, partout où vous passez, aucune césarienne ne doit être payante. Aucune césarienne ne doit être payante. Aucune complication liée à la grossesse ne doit être payante. Nous sommes là. Nous sommes là pour qu'il y ait une prise en compte de la responsabilité de chacun et de chacune. Il faut que l'Ivoirien change de comportement. Il faut que l'Ivoirien ait une conscience professionnelle. Il faut que l'Ivoirien soit discipliné. Et nous sommes là pour offrir des soins humanisés. Nous sommes des humains. Les clients qui sont en face de nous sont des êtres humains. Ce sont nos parents, ce sont nos sœurs. Il faut éviter de faire de telle sorte que ces femmes aient peur de fréquenter les structures de santé. Justement, la peur aussi émane du fait qu'on arrive dans les centres de santé et on se retrouve acculé de dépenses qui sont normalement gratuites. Vous nous réjouissez à un point que vous n'imaginez pas en nous annonçant que tout est gratuit. Pour un parent qui arrive avec une femme qui doit accoucher, qu'on lui tend des ordonnances par exemple. Les ordonnances font partie également de la gratuité. Les médicaments, le kit, vous nous avez dit, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il y a à payer pour faire la part des choses et situer dans les esprits des uns et des autres sur ce qui a à payer ou ce qui n'a pas, il ne devrait pas être payé? Jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais eu d'informations par rapport à certaines difficultés au niveau des kits. Donc les kits sont mis à disposition. Les kits sont distribués par la nouvelle PSP. Et lorsqu'il y a un problème de kits, d'absence de kits, nous avons des pharmaciens de district. Nous avons des pharmaciens régionaux avec lesquels nous coordonnons toutes les activités. Il y a 13 produits du programme national de santé de la mère enfant, y compris les carnets de santé mère-enfant. Les carnets sont gratuits. Les carnets sont gratuits. Bien qu'il y ait eu des difficultés en matière de reproduction, mais aujourd'hui, la reproduction a recommencé
et les carnets sont gratuits. Docteur, il vous est jamais revenu que dans les centres de santé, les usagers déboursaient des fonds pour des choses qui sont normalement gratuites? Et quelles ont été vos actions pour faire cesser ces pratiques? Les actions, c'est que vous savez, nous menons beaucoup de visites dans les structures de santé, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur. Et nous sommes aujourd'hui sur ce plateau. Tout le monde peut témoigner. Lorsque nous arrivons et que ces choses nous sont révélées, nous avons une rencontre avec les autorités sanitaires de la zone et nous prenons des décisions. Nous prenons des décisions, nous leur demandons qu'est-ce qui fait qu'il y a des coûts supplémentaires. Si c'est le kit qui est insuffisant, il faut le dénoncer pour qu'ensemble, nous arrivions à faire le complément de ces kits pour rendre facile l'accessibilité à nos structures de santé. Et là, c'est la stratégie que vous avez mise en place? Ah oui, c'est la stratégie. C'est-à-dire vérifier la véracité de tout ce qui est dit et de tout ce qui s'est fait. Nous sommes au service, nous sommes là pour que aucune femme ne meure en donnant la vie. C'est inadmissible, surtout en cette période de fête des mères, inadmissible qu'il y ait cette tristesse inutile. Nous sommes là pour qu'ensemble, après avoir impliqué les préfets au système de santé, grâce à M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Jean Kaoulé, depuis le 4 avril 2019, nous sommes là pour que chacun joue sa partition. Que chacun joue sa partition pour que ces indicateurs socio-sanitaires soient en corrélation avec les indicateurs de performance économique. Nous avons un des pays les plus performants sur le plan économique. Justement, parlons de ces projections de performance économique et de la stratégie que vous mettez en place. Cela nécessite des moyens. Aujourd'hui, vous disposez des moyens nécessaires pour pouvoir mettre en application les stratégies que vous venez de nous annoncer? Les moyens, nous sommes tous là pour que le programme national de santé mère-enfant ait des moyens. D'abord, c'est les moyens intellectuels. Il faut conscientiser. Parce que tout à l'heure, nous parlions de Covid-19. Le premier problème dans notre pays, c'est la discipline. C'est la conscience. C'est parfois certains prestataires qui n'arrivent pas à reconnaître les limites de leurs compétences. Docteur, en matière de responsabilité ou de conscience, c'est clair que la sensibilisation et les communications que vous mettez en place ont leur incidence et ont leur impact, mais en matière de fonds en tant que tel, pour pouvoir nous garantir une gratuité, il faut des fonds. Est-ce que ces fonds-là sont mobilisés pour votre programme pour pouvoir travailler aisément? Bon, les fonds sont mobilisés. Aujourd'hui, au niveau du ministère de la Santé, il y a une réforme en matière de gouvernance et nous parlons des programmes. C'est-à-dire la gestion a changé. C'est une gestion basée sur la performance. Et c'est pour cela que nous avons élaboré des projets. Nous avons soumis ces projets acquis des droits et ces projets, madame, bientôt, nous aurons le sourire. D'accord, donc nous restons dans l'attente de la confirmation des fonds mis à votre disposition pour pouvoir effectivement mettre en place et appliquer les mesures, les stratégies pour pouvoir réduire au maximum. On reste dans l'espoir, c'est ce que vous venez de nous dire. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau pour nous faire le point de la situation en cette période de Covid-19 et des perspectives de votre action au niveau du programme national de la santé mère-enfant. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. C'est vrai que nous allons tout droit sur la célébration de la fête des mères, célébrant les mamans en leur demandant aussi de fréquenter les centres de santé. Cela y va de leur survie et de la survie de toute la société. Merci à Kanoël qui a habillé la maman de Kyrian et Noah. Je vous retrouve avec grand plaisir lundi. Merci.
Achoo!